Bonjour, je me présente Étienne Giguère, responsable d'information et de promotion sur les études à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Aujourd'hui, pour cette présentation qui a pour objectif de vous présenter des projets et des unités de recherche qui ont des impacts concrets dans notre société, je suis accompagné de trois professeurs en sciences et génie. Dans quelques instants, je vous les présente. Soyez patients. Cette webconférence s'adresse spécifiquement aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent entreprendre des études graduées en sciences et génie, que vous soyez déjà ici à la faculté ou dans une autre université ailleurs sur la planète. Avant de commencer, regardons ensemble le déroulement de cette rencontre. Je vous parlerai brièvement de l'Université Laval et de la Faculté des sciences et génie, communément appelée la FSG. Nous ferons le tour des 12 pôles d'excellence en recherche en sciences et génie. Ensuite, nous accueillerons les professeurs invités. Ce sera la professeure adjointe Gabriela Tessitore du département de chimie qui débutera, sera suivie de Jonathan Godreau, professeur titulaire au département d'informatique et de génie logiciel. Et la troisième présentation sera celle de Benoît Gosselin, professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique. Ces professeurs vous parleront de projets de recherche qui ont des impacts réels dans la société. Fondée en 1852, l'Université Laval est la toute première université francophone à voir le jour en Amérique du Nord. On y compte aujourd'hui un peu plus de 43 000 personnes étudiantes. Voici le campus de l'Université Laval. Il fait environ 2 km² de superficie, dont 60 est occupé par des espaces verts. Bon, actuellement, c'est l'hiver au Québec, donc les espaces verts sont plutôt des espaces blancs. Et il est à proximité de centres d'achat et de plusieurs services comme les épiceries, les pharmacies et des restaurants. Nous sommes également très bien desservis par le réseau de transport de la capitale qui vous permettra de circuler sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec. On compte également 17 facultés sur le campus et 40 pavillons d'enseignement, de recherche, de services et des installations sportives. Tous ces pavillons sont connectés par un réseau de tunnels souterrains qui vous permet de choisir de circuler à l'extérieur ou à l'intérieur à votre guise. On retrouve également sur le campus les résidences universitaires qui sont distribuées sur 4 pavillons. Elles regroupent 2300 chambres individuelles. Si vous souhaitez éventuellement étudier chez nous et y habiter, on vous encourage fortement à réserver une place sur la liste d'attente et ce, dès maintenant, ou du moins dans quelques jours lorsque la liste d'attente sera ouverte. Car évidemment, malheureusement, là, c'est premier arrivé, premier servi, donc vous devez faire vite. Et voici les pavillons de la FSG, donc le pavillon Vachon, où sont principalement enseignés les cours de sciences et y sont également situées les unités de recherche en sciences, et le pavillon Pouliot, où sont enseignés les cours de génie, d'ingénierie, et également où sont situées la majorité des unités de recherche en génie. La faculté, en quelques chiffres, nous comptons 12 départements et une école. Nous avons, en fait, à l'automne dernier, il y avait plus de 7 300 étudiantes et étudiants inscrits dans l'un ou l'autre de nos 99 programmes d'études. Nous comptons plus de 1 500 personnes étudiantes au deuxième et troisième cycle. Ils sont accompagnés, encadrés, enseignés par plus de 275 membres du corps professoral et chargés d'enseignement. Et vous aurez, et ils ont en fait la chance, et vous aurez, si vous étudiez avec nous, la chance de bénéficier d'installations à la fine pointe de la technologie pour réaliser vos projets de recherche. On a également une vie étudiante enrichissante, donc on a plus de 22 projets étudiants, quelques images ici pour les illustrer. À retenir que votre passage à l'université prendra beaucoup de concret si vous souhaitez vous investir en plus dans l'un ou l'autre de ces projets étudiants. C'est une belle façon pour vous d'aller chercher de l'expérience et mettre à profit vos connaissances et les expériences là, que vous allez chercher en classe. Nous avons également un lot important d'associations étudiantes pour vous représenter. Encore là, une belle occasion pour les gens qui ont le goût de s'investir à ce niveau et plusieurs services pour vous soutenir dans votre réussite pendant votre parcours aux études chez nous à la Faculté de sciences et génie. La recherche est organisée autour de 12 pôles d'excellence. Ces pôles regroupent plusieurs domaines de recherche, unités de recherche et un corps professoral diversifié. À la Faculté des sciences et des génies de l'Université Laval, la recherche scientifique part de questions très concrètes. Comment mieux soigner, mieux comprendre mieux comprendre notre environnement, mieux concevoir les technologies de demain.
Les équipes de recherche y explorent le monde qui nous entoure, du vivant aux matériaux, du numérique au climat, afin de produire des connaissances fiables et utiles. La recherche ne reste pas dans les laboratoires. Elle nourrit l'innovation, éclaire les décisions de société et forme les scientifiques et ingénieurs de demain. En bref, elle contribue directement à améliorer notre qualité de vie et à préparer l'avenir. Aujourd'hui, les présentations toucheront à pas moins de 8 de ces pôles. Procédés et productiques, santé et sciences biomédicales, optique photonique et laser, robotique et environnement intelligent, sciences des matériaux, sciences fondamentales, énergie et développement durable, ainsi que les données et l'IA. Nous débuterons avec la professeure adjointe Gabriela Tessitore. Elle est enseignante, en fait, elle est professeure au département de chimie. Elle s'intéresse au phénomène d'interaction lumière-matière à l'échelle nanométrique. Elle utilise une approche basée sur l'économie circulaire en étudiant des approches vertes de l'extraction des minéraux critiques nécessaires à la production de nanomatériaux optiques et en développant des synthèses vertes. Elle collabore avec l'industrie et les centres de recherche pour appliquer ces nanotechnologies dans les domaines de la radioprotection, de la récupération environnementale, de l'énergie et des applications biologiques. Sera suivi de la présentation du professeur Jonathan Godreau, qui est professeur titulaire rattaché au département d'informatique et de génie logiciel. Dans le cadre de ses projets de recherche, il dirige des étudiants également en génie industriel. Il est le directeur du lab usine qui est sur le point d'être complété. J'ai passé d'ailleurs devant le local tantôt, ça sent l'ouverture bientôt. Il s'intéresse à l'ingénierie des systèmes de production, aux systèmes d'aide à la décision et à l'intelligence artificielle. Et finalement, le troisième intervenant sera le professeur titulaire Benoît Gosselin, qui est rattaché au département de génie électrique et de génie informatique. Il s'intéresse à la conception des circuits VLSI biomédicaux, des dispositifs médicaux implantables et portables, des microsystèmes à très faible consommation, des interfaces cerveau-ordinateur, des interfaces neuronales intégrées, des micro-nanoélectroniques CMOS. Il s'intéresse également à l'ingénierie de la réadaptation, aux circuits intégrés RF à faible consommation et à biotélémétrie optique. Il s'intéresse de plus aux interfaces de capteurs sans fil, aux technologies d'assistance et également aux algorithmes de traitement des biosignaux à faible consommation. Alors sur ce, je vais donner la parole à Gabriela Tessitore et elle nous partagera également son contenu pour la présentation. Bonne présentation. Ben, merci beaucoup. Je veux aujourd'hui vous expliquer un peu plus ce qu'on fait dans notre labo, en particulier du côté de l'utilisation des nanotechnologies dans la vie quotidienne. Comme maintenant, vous avez sûrement quelque chose sur vous qui ont des nanomatériaux optiques. Donc, avant que je commence à présenter c'est quoi un nanomatériau optique, clairement, il faut donner une définition d'un nanomatériel en général. Et si vous pensez à vos cheveux, ben, ils ont une épaisseur environ de 100 micromètres. Si vous allez les couper 1000 fois plus petits, ben, vous arrivez à quelque chose de la taille des nanomatériaux. Clairement, ça, vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux. Ça veut dire qu'il faut utiliser des techniques particulières pour les visualiser, comme par exemple la microscopie électronique, qui désormais nous garantit aussi la visualisation même des atomes qui vont former la matière. Ben, quand on parle des nanomatériaux optiques, il faut comprendre ça signifie quoi optique en général. Et quand on parle d'optique, on parle des interactions lumière-matière. Donc, imaginez-vous que vous avez des atomes dans vos matériaux et que vous allez les exciter avec la lumière. Ça va dire, par exemple, si vous avez dans votre tête l'idée de l'atome des Bohr, ben, vous pouvez imaginer d'avoir un électron qui passe d'une couche, donc d'un orbital atomique à l'autre en utilisant cette énergie. Ben, c'est un état excité, un peu comme vous, quand vous mangez des bonbons, vous avez trop d'énergie, un peu comme dans ces petits vidéos-là, vous voyez que quand il y a une excitation, ben, il faut
on donne de l'énergie en surplus, ben, quand vous devez dissiper l'énergie du sucre que vous avez mangé, ben, il faut, après qu'un atome vient d'être excité, il faut dissiper cette énergie. Ben, si vous avez compris qu'un électron peut passer d'un niveau énergétique à l'autre, vous pouvez aussi imaginer que, une fois que ça s'arrive, ben, l'électron laisse quelque chose de vide dans la structure électronique de votre atome, ce qu'on appelle un trou. Donc, chaque fois qu'il y a des interactions lumière-matière dans des matériaux optiques, il y a normalement la formation un électron dans l'état excité et qui laisse un trou, une charge positive dans l'état fondamental. Et ça, on l'appelle les porteurs des charges. Pour les faire relaxer, ben, les atomes peuvent faire différentes choses. Ils peuvent se déplacer un peu comme si vous allez danser pour dissiper l'énergie des bonbons. Ben, ça, c'est une dissipation en forme de chaleur ou ils peuvent dissiper l'énergie dans la forme, par exemple, des lumières, ce qu'on veut, ou ces deux porteurs de charge, l'électron et les trous, peuvent faire des réactions chimiques, des redox avec ça. Quand on parle des nanomatériaux, on parle de quelque chose qui a une propriété spécifique du côté de la taille. Ça veut dire que ces porteurs de charge, ben, on les pousse dans une boîte très petite. Vous pouvez imaginer, par exemple, que de plus en plus j'ai une boîte petite, ben, de plus en plus ces porteurs de charge sont ce qu'on appelle confinés. C'est qui donne une énergie majeure à ces porteurs de charge qui résulte en un changement des propriétés optiques des matériaux avec la taille. Plus la boîte est petite, plus mon électron et mon trou sont énergétiques, plus j'ai des bandes plus larges, donc plus d'énergie, plus je peux changer la lumière qui vient de ces matériaux. Donc, on travaille avec ces matériaux en particulier qui s'appellent points quantiques, caractérisés par ce qu'on appelle confinement quantique, et on fait beaucoup de choses avec. On essaie d'étudier la luminescence en général et les interactions lumière-matière, mais on essaie aussi d'utiliser cette lumière, quoi que ce soit pour de la bioimagerie, quoi que ce soit pour des traitements de cancer, ou une fois qu'on a ces porteurs de charge, on peut les utiliser pour la décomposition des matériaux polluants ou aussi pour générer une photocourante, un peu comme dans les panneaux solaires, pour par exemple répliquer ce que ça passe dans vos yeux quand vous regardez et vous avez de la belle lumière dans les yeux. Mais notre approche est un peu large dans le sens qu'on travaille avec des minières. On travaille avec les personnes qui nous donnent les matériaux pour faire les nanoparticules pour essayer d'améliorer les processus d'extraction. On travaille avec des atomes qui ne sont pas polluants ni toxiques. Et aussi, on essaie de recycler les matériaux à la fin pour avoir un cycle des productions qui respecte les principes de la chimie verte. Clairement, comme on travaille avec des matériaux optiques, on fait de la spectroscopie avec, on essaie de les appliquer dans différents projets et malheureusement, on fait aussi un peu des maths parfois. Mais qu'est-ce qu'on se doit attendre d'un labo qui fait des nanomatériaux? Car, clairement, ça commence tout avec une synthèse. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a différentes étapes pour arriver à ce qu'on veut. Que c'est normalement des images que vous pouvez interpréter comme, un peu comme vous voulez. Par exemple, ici, ça semble vraiment une banane qui chante selon mes étudiants. Et clairement, il faut toujours lier les propriétés des nanomatériaux avec leur taille. Les points quantiques sont minuscules, sont plus petits que 10 nanomètres, donc des nanoparticules vraiment, vraiment petites, et leur caractéristique optique est liée à leur taille. On peut aussi suivre des réactions chimiques pendant la transformation de certains produits dans des autres, par exemple par microscopie électronique et d'autres techniques de caractérisation. Et clairement, il faut
quantifier la luminescence des façons, comme par exemple par le spectre de luminescence, qui sont seulement une façon de quantifier la couleur qui vient, l'émission lumineuse qui vient de votre échantillon. Par exemple, ici, on voit les différences des luminescences avec la taille de deux échantillons. Et comme on est dans le département de chimie, clairement, on est aussi intéressé à vérifier les changements des compositions, quel est l'effet dans les spectres, l'émission finale. Les projets qui sont en cours dans mon labo essayent de répondre à des questions des nécessités de la société, comme par exemple si on peut utiliser des points quantiques dans la radioprotection, par exemple en les utilisant comme des radiodétecteurs des radionucléides dans des déchets nucléaires. Ou on essaye aussi de vérifier plutôt du côté du processus, si on peut faire les processus des réactions à l'échelle industrielle, donc par des méthodes différentes, comme par exemple la photolithographie, donc en utilisant la lumière pour faire des réactions chimiques. On essaye aussi d'utiliser ces produits pour éliminer des polluants en utilisant l'électron et les trous comme des réactifs redox pour décomposer des polluants. Et finalement, on essaye aussi de vérifier quels sont les bons matériaux pour, par exemple, répliquer les photodétecteurs qu'on a dans les yeux qui s'appellent les opsines et essayer d'avoir les mêmes mécanismes de fonctionnement comme dans vos yeux. Finalement, clairement, tout ça, c'est fait par des étudiants comme vous. Donc, ce n'est pas moi que je fais le boulot, c'est plutôt mes étudiants. Et clairement, il y a beaucoup des partenaires entre les industries et entre les centres de recherche. Et si vous avez des questions, je serai très contente de répondre à votre curiosité. Ben, merci beaucoup, Gabriella. C'est une très belle présentation. Je ne suis pas du domaine de la chimie, mais tu sais bien expliquer, donc j'ai quand même bien saisi. Donc, je présume que nos invités aussi ont bien compris l'objet de tes projets de recherche. Donc, on va tout de suite enchaîner avec le professeur Jonathan Gaudreault qui va prendre la parole. Allons-y, Jonathan. Bien, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Une des choses que vous allez remarquer, particulièrement Gabriella, c'est qu'on va passer du très petit au très gros dans le contexte de ma présentation. Donc, ben, je vais vous parler du Lab Usine et ce que les étudiants y réalisent au Lab Usine, là, qui est notre usine de recherche. Premièrement, mentionner que c'est une équipe de recherche de la Busine qui est vraiment interdisciplinaire. Donc, on a des professeurs de génie électrique, génie informatique, génie logiciel, génie mécanique, génie industriel, parce que vous allez voir que la problématique qui nous intéresse appelle naturellement à cette collaboration-là. On s'intéresse donc à la transformation numérique du secteur manufacturier. On travaille avec différents partenaires industriels qui fabriquent différents produits allant pas aussi petit que les nanomatériaux, mais quand même des implants dentaires, donc des pièces de très petite taille, jusqu'à des bâtiments, donc maisons, immeubles à logement. Et on va voir qu'il y a différentes problématiques qui sont communes à ces différentes industries-là, pour lesquelles il n'y a pas de solution commerciale évidente et qui appelle à une recherche collaborative réalisée avec les gens du Lab Usine. Peut-être mentionner que quand on parle de transformation numérique du secteur manufacturier, notre premier réflexe, c'est d'imaginer des robots industriels, donc l'équipement qui automatise la fabrication. Et ben, c'est vrai que c'est très important, mais le grand enjeu qu'on voit présentement dans l'industrie, c'est pas tant l'automatisation de la fabrication physique, c'est tout ce qui vient autour de la fabrication physique. Puis je m'explique, je reçois une commande,
mais une commande pour un produit qui est un petit peu différent de ce que je fabrique habituellement. Ça veut donc dire que les plans de mes pièces, les instructions de fabrication, les opérations sur le plancher, même la programmation de mes robots, ça sera pas pareil que ce que j'ai fabriqué et ce qui s'est exécuté la veille. Et si je prends une éternité à devoir refaire toute cette programmation-là, ça revient que c'est pas payant d'accepter une commande pour une unité, une seule unité d'un produit. Donc, comment on peut s'y prendre pour que, même si je fabrique des produits qui sont toujours différents les uns des autres, j'ai le même prix de revient, la même productivité que si je fabriquais des grandes séries, mais c'est le genre de choses qui nous intéresse et qui intéresse beaucoup le secteur manufacturier. Pour répondre à cette problématique-là, même si j'ai beaucoup d'équipements, des robots industriels, des machines, des outils de mesure, des logiciels pour la prise de commande, on a besoin d'outils intelligents, un genre de chef d'orchestre virtuel qui permet de coordonner tout ce travail-là, aider à la prise de décision et faire que tout soit fluide et bien intégré. Et c'est ce genre de choses-là qu'on réalise au sein de notre groupe de recherche avec différents partenaires. Je vous donne l'exemple d'entreprise APN qui fabrique des pièces dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie médicale aussi. Dans le cadre de cette transformation-là, où on a développé différents outils avec eux, c'est pas uniquement grâce à nous, mais dans cette transformation-là, ils ont permis d'augmenter leur productivité euh, et leur capacité d'adresser des nouveaux marchés de manière quand même assez importante. Donc, on parle d'augmentation de 50% des ventes par employé, réduction des stocks, être passé dans un mode où maintenant tout est livré à temps avec zéro non-conformité parce qu'on a des boucles de détection, des mesures automatiques, on réajuste automatiquement les robots en fonction de ce qui a été mesuré au niveau du contrôle de la qualité. Donc, beaucoup de projets comme ça, mais un jour, il y a quelques années, en discutant avec nos partenaires industriels, est arrivée l'idée un peu folle de dire, il faudrait avoir notre propre usine à l'université, parce que des fois, on a des idées qui peuvent sembler un peu saugrenues, mais ça finit par marcher, OK? Puis les partenaires industriels nous disaient, on finit toujours par vous écouter après 2 ans. Il faudrait qu'on vous croie dès le début. Puis une façon qu'on vous croie dès le début, ce serait que collectivement, on a un espace où on puisse faire des essais. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire, ça pourrait s'appeler un lab-usine, vraiment une usine de recherche qui serait sise à l'université. Mais qui dit usine, dit produit. Il faut donc avoir un produit qu'on va fabriquer. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est le produit qui a été choisi. En fait, c'est le premier exemplaire qui a été fabriqué, qui est une micro-roulotte, une micro-caravane utilisée pour le camping, mais dans un contexte vraiment manufacturier novateur où chaque client peut faire son propre design. Donc, ce que vous avez sous les yeux présentement, c'est pas un outil de dessin, c'est vraiment un configurateur qui a été développé par nos équipes d'étudiants et qui permet là aux clients de décider pas seulement la couleur, pas seulement les dimensions, mais vraiment aller jusqu'à changer la forme, la courbure de son propre produit. Donc, tout est vraiment unique. Hein? Si on en fabrique 1000, les 1000 vont être différentes les unes des autres parce que tout basé sur le besoin spécifique du client. On n'a aucun de nos partenaires industriels qui fabriquent des micro-roulottes, mais ils ont tous les problématiques semblables autour de cette question-là de la fabrication de produits sur mesure. Je vous présente l'espace. Ici, c'est une image de synthèse. Donc, on voit l'équipement avec des tables de découpe numérique, présence du robot industriel. On est à quelques jours près de pouvoir vous le montrer pour vrai. On a pris possession de notre nouveau local qui est présentement vide et on est rendu à l'étape de l'installation physique des différents équipements. Cela étant dit, pendant ces travaux-là, on n'a pas cessé de travailler avec nos partenaires industriels. On a bien avancé, toujours dans le contexte où on identifie une problématique en collaboration avec le partenaire industriel,
Puis autour de notre problématique, autour de notre plateforme de fabrication de micro-roulottes, on teste la solution en collaboration, les étudiants, les professeurs, mais aussi les partenaires industriels qui viennent mettre la main à la pâte et nous appuyer. Et dans un deuxième temps, là, le déploiement en entreprise, toujours avec les étudiants. Donc, chaque étudiant gradué chez nous va travailler au moins sur 2 cas industriels, le cas de fabrication de micro-roulottes du Labusine et l'application chez le partenaire industriel. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie vraie? Ben, ce que vous voyez, c'est avec Sokyo, qui est notre partenaire dans l'industrie de la construction. Ils sont venus nous voir, ils ont dit, on a besoin de faire comme pour le Labusine, comme pour vos micro-roulottes, mais pour des maisons. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un configurateur qui a été développé par un étudiant gradué qui a fait sa maîtrise avec nous, puis qui est maintenant un employé de l'entreprise. Ils l'ont trouvé trop bon, ils ont voulu le garder. Donc, on voit que bon, c'est possible d'apporter différentes modifications au bâtiment. On voit si les contraintes sont satisfaites ou pas. Et derrière tout ça, ben, il y a des modèles mathématiques qui font que si on voit le bâtiment à l'écran, on est en mesure de générer automatiquement les plans des pièces, les instructions de fabrication, jusqu'à la programmation du robot industriel qui découpe chacune des pièces permettant la construction du bâtiment. Donc, chez le partenaire industriel, il y a un gigantesque robot industriel qui se déplace sur un rail en mesure de découper toutes les pièces, mais avec une programmation générée automatiquement de par nos outils. Il y a quelques années, c'était de la science-fiction, c'était du rêve, ce genre de choses-là, mais maintenant, ben, c'est réalité. On a beaucoup de trucs aussi autour de la vision artificielle. Comme là, ici, on voit en 2 dimensions l'identification et le tracking de pièces sur une surface de travail. Donc, on a commencé comme ça il y a quelques années. Ensuite, on est passé en trois dimensions. Fait que vous voyez la détection d'un panneau qui est en 3 dimensions avec des trous, des objets qui amènent de l'occlusion par-dessus. Ben, encore une fois, là, on est capable de détecter, faire le suivi et puis faire de l'assistance à des travailleurs qui font des travaux comme de la soudure ou permettre à un robot d'aller saisir les pièces, établir des points de soudure sur la pièce. Donc, à travers tout ça, ben, il y a sans cesse de nouvelles opportunités pour des projets de maîtrise, de master, de doctorat, donc d'étudiants qui viennent faire les thèses, mais il est également aussi, il y a également plusieurs étudiants, notamment de premier cycle, qui vont venir réaliser au Labusine des projets individuels. Donc, ils réalisent un projet au Labusine, puis ça leur est crédité sous la forme d'un cours. Il y a des stages d'été rémunérés également. Donc, vraiment différentes façons là, différentes façons de s'impliquer. Et ben, parmi les étudiants qui s'intéressent à l'Université Laval et qui sont curieux, il y a une autre façon, avant même d'être étudiant à l'Université Laval, de s'impliquer. Pour différents projets, on recrute des participants parce que parfois, pour tester nos systèmes, on a besoin de les faire essayer par des humains. Donc, ceux qui seraient curieux de le faire, vous pouvez nous contacter. C'est en même temps l'occasion de venir faire une petite visite, rencontrer les gens du lab, les gens du lab usine. Alors voilà. Merci beaucoup, Jonathan. C'est très concret. On a cette belle visite virtuelle et on espère, comme tu le dis, bientôt pouvoir même visiter les lieux en vrai. On est à la faculté, nous, en ce moment, là, c'est sous nos pieds, là, à quelques étages, au premier étage, là, donc très hâte d'aller visiter ça. Donc, on complète cette belle conférence avec Benoît Gosselin qui va vous parler de ses projets. Donc, je te passe le micro, Benoît. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler du projet main, du projet main qu'on effectue principalement à l'Université Laval, mais qui est une collaboration aussi entre plusieurs disciplines, entre plusieurs centres de recherche, plusieurs universités. Donc, mais tout d'abord, peut-être quelques mots sur mon groupe de recherche et moi-même. Donc, moi, je suis professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique, titulaire d'une chaire de recherche du Canada en microsystèmes biomédicaux intelligents.
directeur du laboratoire sur les microsystèmes biomédicaux intelligents au département de génie électrique. Mon expertise, en fait, est en microélectronique et génie biomédical. On dit souvent qu'on fait de la bioélectronique au lab. Donc, on est situé au pavillon Adrien-Pouliot. Ici, on a le logo du laboratoire et l'adresse, en fait, pour rejoindre notre site web, où on a beaucoup d'informations sur tous les projets. Ici, on voit l'équipe de recherche. Donc, on est à environ, c'est composé d'étudiants l'équipe est composée d'étudiants de tous les cycles. C'est très interdisciplinaire. Donc, il y a environ 10 étudiants de maîtrise, 10 étudiants de doctorat, on a des professionnels de recherche, donc des assistants de recherche, des gens qui sont aussi, qui font des chercheurs, en fait, même postdoctoral aussi, des fois, qui se joignent à l'équipe. Le projet main, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le but du projet, en fait, c'est de redonner encore plus d'autonomie aux personnes qui vivent avec une amputation des membres supérieurs, donc des utilisateurs de prothèses de main. Les prothèses de main donc c'est des objets, des systèmes qui sont très évolués de nos jours, donc qui possèdent des dizaines de degrés de liberté. Donc c'est des mains robotiques super utilisées, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais c'est encore difficile à utiliser parce que les interfaces entre l'utilisateur et la prothèse de main demandent encore à être améliorées. Donc, notre approche, en fait, c'est d'utiliser l'électromyographie en plusieurs points, en plusieurs électrodes. Donc, à l'aide d'un bracelet qui contient plusieurs électrodes, on peut aller chercher une carte, en fait, de la distribution des potentiels électromyographiques euh, sur le tour du bras d'une personne. Donc, habituellement, les prothèses conventionnelles utilisent deux électrodes. Nous, on utilise autant que 64 électrodes pour faire le tour du bras de la personne et vraiment aller chercher une carte détaillée des muscles que la personne va activer. Okay? Donc, ça nous permet d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus de degrés de liberté et un plus fin contrôle, en fait, de la prothèse. Donc, c'est ce qu'on veut faire, en fait. Donner plus d'intuitivité, plus de facilité de contrôle à la personne sur sa prothèse. Donc, on voit ici, à gauche, à droite, pardon, les petites électrodes qu'on a sur le bracelet là, qui va autour de l'avant-bras de la personne amputée. Puis là, on vient capter sur chaque électrode, en fait, des petits potentiels, on appelle ça des EMG, donc des potentiels électromyographiques, dans le fond, qui sont un peu comme un écho d'électricité qui est généré par nos fibres nerveuses musculaires quand on contracte nos muscles. Donc, on peut capter ça à la surface de l'avant-bras avec des circuits électroniques appropriés. Et donc, on voit ici un prototype à gauche en bas. Donc, on a le bracelet, en fait, avec nos électrodes, puis on a ajouté une intelligence artificielle, en fait, qui permet de reconnaître les patrons d'activité électrique qui correspondent à chaque intention de prise de main. Donc, avec un réseau de neurones, par exemple, l'apprentissage profond, on peut contrôler, détecter, en fait, les prises de main que l'utilisateur veut faire et contrôler une main artificielle en conséquence pour reproduire ces prises-là. Donc, là, ici, en fait, on est rendu à un point où on a acheté une prothèse de main d'une compagnie, la compagnie Cyanic, par exemple, donc une prothèse de main qui permet de faire des dizaines de degrés de liberté, donc des dizaines de différentes prises, donc qui permet d'actionner les doigts séparément. Et on a intégré, en fait, notre approche, notre capteur matriciel à l'intérieur d'un manchon ici. Et donc, ce manchon-là, donc, est connecté directement à la prothèse, puis on voit l'électronique qui nous permet de faire l'acquisition des signaux, de transmettre les signaux aussi, un système embarqué où là, qui va traiter toutes les données, puis qui va permettre de faire le lien entre l'activité musculaire contractée et la prise de main que la personne veut faire, et ensuite d'activer la prothèse pour faire cette prise de main-là. Donc, le projet main, en fait, il y a beaucoup de chercheurs impliqués. Donc, on est 12 chercheurs universitaires et collégiaux, deux partenaires industriels. Donc, on a une compagnie, une start-up et un partenaire public qui est l'IRDPQ ou le CIUS Capital National, qui sont des spécialistes de la réadaptation et qui font des prothèses aussi. Et donc, des prothèses de main.
en particulier. Ensuite, on a 9 regroupements stratégiques. Ici au Québec, les regroupements stratégiques, c'est des regroupements de chercheurs donc, qui vont cibler différents thèmes comme la microélectronique, la réadaptation. Donc, on a plusieurs regroupements qui sont membres de notre projet. Ensuite, on a 3 centres de recherche universitaires, plusieurs chaires de recherche et 2 centres collégiaux aussi de transfert technologique. Donc, ici, ce schéma-là là, illustre un peu tous les partenaires, là, les nombreux partenaires qui sont actifs dans le projet. Et donc, c'est plusieurs chercheurs. On voit ici les chercheurs de l'Université Laval et des autres universités impliquées. Donc, moi, en bioélectronique, Alexandre Campo-Lecourt, en génie de la réadaptation, Véronique Flamand en réadaptation, Brigitte Gagnon, ici, qui fait partie de la clinique IRDPQ CIUS. Ensuite, Audrey Durand en intelligence artificielle, Mounir Boukadoum de l'UQAM en système embarqué. Ici, Jean-Frédéric Davidson, qui fait partie des présidents de l'entreprise Biosys. Christian Gagné en apprentissage profond. Clément Gosselin, un spécialiste de robotique. Et François Routier, qui est un spécialiste de la réadaptation. On voit nos étudiants ici, l'équipe d'étudiants de tous les cycles qui travaillent sur le projet. Et le projet récemment, dans la fin de l'année passée, donc on est nos travaux, les travaux des étudiants, les travaux des chercheurs ont été récompensés par un prix en innovation du Fonds de recherche Québec qui finance la recherche ici au Québec. Donc, lors du gala de l'ADRIC 2025 avec un beau prix innovation pour nos avancées grâce à ce projet. Voilà, c'était le tour un petit peu de la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Super intéressant, hein. On est sur le domaine de la santé. On voit le côté très appliqué de toute cette science et cette ingénierie qui est derrière le projet.